pouvez y aller, Joël. Bonsoir tout le monde. C'est un plaisir de vous accueillir pour cette conférence Zoom. On voulait le faire en présentiel, mais malheureusement, la situation sanitaire semblait compromettre cette possibilité. Et nous avions aussi prévu d'accueillir l'ambassadrice d'Israël auprès de la Confédération helvétique, Ifat Refchef, au début de janvier, mais la situation sanitaire ne le permettait pas parce qu'on voulait le faire d'une manière présentielle parce que c'est une occasion qu'elles connaissent les membres et qu'on puisse vraiment échanger. C'est partie remise, c'est prévu, je pense, au mois de mars, à une date qu'on va fixer, et on espère que d'ici là, la situation sanitaire permettra de le faire en présentiel. Et pour cette conférence, dont le sujet est Israël et le Moyen-Orient, enjeux et défis, je suis très heureux d'accueillir l'ambassadeur Daniel Sheikh, qui est venu déjà pour une activité de notre section dans le passé, Olivier Rafovitch, qu'on a rencontré en mois de novembre lors de la soirée i24 News, dont nous étions un des acteurs, et monsieur Pascal Choyer, qui est un journaliste et qui va modérer cette discussion. Daniel Sheikh est un ancien ambassadeur d'Israël en France et était quelqu'un qui a servi 27 ans au service diplomatique de l'État d'Israël et dans divers postes en Europe, aux États-Unis, San Francisco, et un grand connaisseur de la situation diplomatique, intervient régulièrement dans plusieurs médias, dont i24 News, et on a le plaisir toujours de l'entendre. Et depuis son départ de service de l'État, il est consultant indépendant, enseigne la diplomatie à l'Université de Tel Aviv. Il est membre du directoire de Israeli Regional Initiative, qui milite pour le règlement régional du conflit israélo-arabe et préside l'Institut Arava pour l'étude de l'environnement, qui est un sujet aussi très important. Et Olivier Rafovitch était en charge de communication à l'international de l'armée d'Israël durant la seconde intifada, et la seconde guerre de Liban et les opérations contre le Hamas en 2014, expert et analyste sécuritaire et militaire en Israël et au Moyen-Orient, chroniqueur et analyste pour nombreux médias et auteur de plusieurs ouvrages, dont Israël, une chance pour le monde, aux éditions Passy en 2018, et que nous accueillons avec plaisir. Merci. La modération sera faite par Pascal Schoenwey, qui est journaliste, qui a travaillé dans le journal La Suisse, après la télévision suisse romande, en divers autres supports médias, et qui anime régulièrement des rencontres littéraires en public avec de plus grands auteurs francophones, et présente chaque année depuis 2015 la rentrée Idées et Savoir des éditions d'Albin Michel à Paris. Et je pense que je vais passer la parole à Pascal Schoenwey et pour reprendre la direction de cette conférence, et je vous souhaite tous une excellente soirée. Merci. Merci beaucoup. Vous l'avez dit, Israël et le Moyen-Orient, enjeux et défis, c'est le titre de cette rencontre, de cette conférence, sujet vaste qui pourrait nous tenir en haleine durant des heures, mais on va essayer de tenir ça dans un timing raisonnable. Et on va entrer tout de suite dans le vif du sujet puisque les intervenants ont été présentés, avec peut-être la situation intérieure et avec ce nouveau gouvernement israélien relativement récent, une coalition
à 8 partis allant de l'extrême droite à la gauche, des partis de gauche qui font leur retour dans le jeu politique. Qu'est-ce que ça change ou qu'est-ce que ça peut encore changer? Je vais peut-être commencer avec vous, Daniel Sheikh. Merci beaucoup, Pascal. Avant de vous répondre, j'aimerais juste remercier l'association, son président Joël Herzog et sa secrétaire générale Nourit Brown pour l'organisation et pour nous avoir invités, et surtout vous, mesdames et messieurs, de nous avoir rejoints pour écouter un peu ce qui se passe ici. Je vais aussi profiter de cette occasion pour présenter personnellement mes condoléances à Joël Herzog pour la disparition de sa mère, Ora Herzog, qui était vraiment une des grandes figures, une grande dame de l'histoire d'Israël. Alors, on va voir ce qui va changer, mais d'abord, je pense qu'il faut souligner le coup de maître acrobatique, d'acrobatie politique qui a permis la formation d'une coalition qui n'est pas simplement composée de 8 partis, ce qui déjà n'est pas évident, mais qui, comme vous l'avez mentionné, comprend des partis qui ont des différences idéologiques profondes, qui vont jusqu'à de la droite dure, de Yamina, notamment du Premier ministre Naftali Bennett, jusqu'à la gauche profonde de Meretz, et peut-être le fait le plus important historiquement dans la politique, avec la participation d'un parti arabe, participation active dans la coalition. Cela mérite quelques mots qu'on va peut-être consacrer ensuite. Mais je pense que le changement politique, il est déjà visible dans divers domaines. Mais je pense que surtout le changement de l'atmosphère politique dans le pays est quelque chose qu'il faut souligner. Il y a une sorte de calme qui s'est installé sur le monde politique israélien. Il y a moins de bruit, plus de travail. Et je vais terminer par ceci, cette première intervention. Moi, j'aime à penser que la formation de ce gouvernement devrait avoir un effet pédagogique sur la société israélienne, qui sort d'une longue période de gouvernement clivant, de gouvernement et d'un débat politique extrêmement violent, et qui peut montrer l'exemple que des personnalités politiques et des partis politiques de bords très différents peuvent trouver le moyen de dialoguer, peuvent trouver un terrain d'entente, tout en sachant qu'il y a des sujets sur lesquels il n'y aura pas d'entente. Mais la volonté de créer un changement et, il faut le dire, de remplacer le Premier ministre précédent, Benjamin Netanyahu, ont amené Naftali Bennett et Yair Lapid à trouver le chemin d'une entente politique. Olivier Rafovitch, votre avis sur ces changements possibles, probables, en cours, à venir? Bonsoir, je voudrais également tout d'abord remercier l'association Suisse-Israël, évidemment transmettre mes condoléances à Joël Herzog pour la perte de sa maman, et remercier aussi Nourit Brown pour ce travail de réunir des forces vives pour parler d'Israël, parfois dans des timings compliqués et sensibles. Donc merci à vous tous, et merci évidemment à vous, Pascal, pour être le modérateur. Merci. Alors, juste pour rebondir un peu ce qu'a dit l'ambassadeur Daniel Sheikh, d'abord, je pense que ce nouveau gouvernement, au-delà de tout cela, est une nouvelle génération. Israël est passé peut-être d'une certaine époque, je dirais, d'adolescence à maturité. Et vous savez que dans un être humain, lorsqu'il grandit, entre l'adolescence, il y a la crise d'adolescence. Et là, on est après la crise d'adolescence pour être passé à la maturité. Et je voudrais, si vous me permettez, parler également du président de l'État d'Israël, nouvellement nommé, élu, Yitzhak Bougie Herzog. Et ce n'est pas par hasard. Il n'y a pas de hasard chez nous en Israël ou dans le judaïsme, mais le fait qu'il y ait à la fois un nouveau Premier ministre, jeune, un nouveau président, jeune, qui joue un rôle tout à fait différent des précédents,
marque, à mon humble avis, un nouvel esprit en Israël. Et là, je rebondis sur ce qu'a dit Daniel Sheikh. Il y a un autre esprit, une autre atmosphère qui n'est pas encore aboutie. On est encore dans les prémices, dans les débuts de tout cela. Il y a encore de la réaction. Il ne faut pas oublier qu'il y a encore des gens qui s'opposent à ce changement. Mais c'est de bonne guerre, hein. C'est presque naturel. Mais l'opposition à ces changements est très divisée. Elle n'est pas claire dans ce qu'elle veut. Alors, elle parle d'un homme, elle parle de Netanyahou, mais Netanyahou est un homme qui est de l'ancienne génération déjà, par rapport à des Bennett, par exemple, et qui ne peut pas remplacer ce qui se passe aujourd'hui. Donc, on s'accroche au passé, et peut-être le grand défi, puisqu'on parle de défi dans cette conférence ce soir, c'est au-delà de ces changements actuels, qu'est-ce que ce nouveau gouvernement, mais qu'est-ce que cette nouvelle atmosphère va produire? Et pour l'instant, il se passe des choses assez intéressantes qui deviennent presque de la routine. Le fait, par exemple, que presque toutes les semaines, un ministre israélien se promène, travaille avec les Émirats arabes unis, va à Bahreïn, devient presque une routine merveilleuse pour le nouvel esprit du Moyen-Orient. Ça ne veut pas dire qu'on a réussi encore à trouver les solutions au problème central, qui est le problème palestinien. Mais c'est déjà des éléments qui peuvent aider, parce qu'il y a des voies nouvelles dans le Moyen-Orient, dans le monde arabe, et également au gouvernement avec le parti Ra'am, même si c'est un parti qui provient on va dire, de la mouvance idéologique des frères musulmans. Il joue un rôle, je dirais, assez intéressant, parce qu'il joue un rôle de pragmatisme dans ce gouvernement-là, et il peut faire des choses. Je ne vais pas encore aller plus loin dans ma réponse, mais nous sommes dans une situation où il y a un énorme changement qui se met en place, une nouvelle génération, et les ennemis d'Israël, comme ceux qui sont à l'extérieur, et même les Palestiniens, observent avec beaucoup d'intérêt ce qui peut se produire, ce qui pourrait se produire. Je vais rester un instant avec vous, Olivier, parce que ce nouveau gouvernement a commencé avec des déclarations assez fortes, notamment du Premier ministre Naftali Bennett, qui a dit que ce gouvernement de changement sera le plus à droite de l'histoire d'Israël. J'ai l'impression que ces propos initiaux ont été un peu tempérés depuis. Vous savez, Naftali Bennett est d'abord et avant tout un homme politique. Oui. Il a une base qu'on appelle une base d'électeurs qui en font un des partis, mais pas le plus grand parti d'Israël. Il a besoin de conserver cette base dans un gouvernement qui est un peu, on va dire, je m'excuse du terme, un peu polycéphale, hein. Il y a plusieurs têtes. Il y a Benny Gantz, qui représente, on va dire, le centrisme, un centrisme sionisme presque classique, je dirais presque, peut-être presque proche de Rabin, parce qu'on pense Daniel Sheikh, ça ressemble un petit peu en tout cas à ce style de leadership. Il y a Avigdor Lieberman, qui lui est de la droite qu'on appelle laïque, mais une droite dure, hein, qui ne veut pas du tout être posté par rapport à des avis de rabbins d'ici ou là, ou surtout ne pas être dans l'idéologie qui repose sur les partis orthodoxes. Le Likoud n'étant plus là, Bennett a besoin de parler de droite, même de la droite dure, pour conserver, je dirais, un axe et à sa position personnelle et à son futur, mais également à un gouvernement qui a besoin d'équilibre. C'est-à-dire qu'il y a de la gauche, il y a même de la gauche, on va dire, plus que gauche, avec Meretz, et puis il y a de la droite, mais quelque part, tout ça réuni fait que le gouvernement aujourd'hui est plus un gouvernement, je dirais, sioniste pragmatique, presque un gouvernement qui répondrait à une situation de crise, presque d'union sacrée, si vous voulez, en termes européens. Je ne sais pas ce que tu en penses, Daniel. Et chacun a besoin de dire qui il est. Mais les décisions actuellement qui sont prises revêtent, pour l'instant, je dirais, une direction de sionisme classique, presque. C'est presque du ben-gourionisme avec du Rabin. Il y a aussi du Begin dedans, mais tout ça réuni fait que le pays marche et avance et travaille. C'est intéressant. Daniel Sheikh, sur la même question. Oui, je pense que je continue un peu la réflexion d'Olivier. Oui, bien évidemment, il y a des déclarations de temps en temps qui viennent de l'un des chefs des partis composant la coalition ou un autre, qui peuvent sembler
dissonant un peu par rapport à cette atmosphère d'unité et de compromis. Mais là, il faut comprendre, comme l'a dit Olivier, que ce sont tous des hommes et des femmes politiques qui ont besoin, d'une part, de maintenir cet équilibre de cette coalition qui est pleine de compromis et d'ententes et de sous-ententes et de sujets qu'on ne touche pas, etc. Mais d'un autre côté, ils doivent aussi, de temps en temps, soigner leur électorat, parce qu'un jour, il y aura à nouveau des élections, et Naftali Bennett doit montrer, surtout qu'il avait été accusé violemment par les gens du Likoud, pour qui, si l'on n'est pas pour Netanyahou, on est de gauche. Donc, un Naftali Bennett qui vient d'un parti qui est plus à droite que le Likoud avait été accusé de gauchisme, horreur. Et donc, il doit, lui, par exemple, démontrer qu'il n'a pas quitté l'idéologie de son électorat. Et de la même manière, Merav Michaeli du parti Avoda, du parti travailliste, ou Nitzan Horowitz du Meretz, de temps en temps, doivent faire des déclarations un peu combatives sur des sujets qui peuvent créer un sentiment de désaccord dans l'électorat. Les électorats n'aiment pas les compromis. Ils préfèrent avoir des puristes à la tête de leur parti, mais dans un contexte politique comme celui-là, comme nous venons de le décrire, Olivier et moi, on ne peut pas tous être puristes et rester dans la droite ligne idéologique du parti. C'est un gouvernement de pragmatisme, mais sans que les vrais sujets fondamentaux de l'idéologie des uns ou des autres soient de quelque manière mis de côté complètement. Il y a des sujets sur lesquels il y a une entente qu'on n'y touche pas. C'est des sujets qui sont irréconciliables. On ne peut pas réconcilier la position de Naftali Bennett, qui est de Eretz Israël entière, avec la position de Nitzan Horowitz, qui parle de 2 États pour 2 peuples. C'est irréconciliable. Mais d'un autre côté, il n'y a pas d'actualité sur ce sujet, c'est-à-dire il n'est pas à l'ordre du jour du tout. Donc, à la base de cette coalition, c'est qu'on ne touche pas à ce sujet. Et il y a d'autres sujets qui ne concernent pas la région, qui concernent la politique intérieure, les institutions, etc., qui eux aussi, on les met de côté. Il y a suffisamment de pain sur la planche dans l'actualité, avec le Covid, avec l'économie, avec l'éducation et des sujets sur lesquels non seulement on peut s'entendre au sein de la coalition, mais on espère que certains partis de l'opposition vont rejoindre ces efforts aussi parce que c'est pour l'avenir du pays. Je parlais du retour. Oui, allez-y Olivier, je vous en prie. Non, juste un mot. Je crois que le mot aujourd'hui qui manquait beaucoup à Israël dans la politique, c'est le mot réel politique. Nous sommes actuellement dans une phase véritable de réel politique face à des enjeux et des défis incroyables. Savoir que si aujourd'hui les gens se disputent pour des problématiques de politique interne qui sont en fait pour l'extérieur, je dirais des choses minimes. On a le défi iranien, on a le défi actuellement d'une crise mondiale qui peut-être va jouer un rôle important de déstabilisation ou de camp entre la Russie, entre la Chine, entre les États-Unis. Il y a des développements importants qui font que lorsqu'on regarde, non pas avec une loupe, mais avec un télescope, on voit aujourd'hui un État d'Israël qui est peut-être beaucoup plus uni et beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus fort, parce que les choix vont être des choix très, très, très difficiles, très compliqués. Et juste un dernier mot, c'est que dans les choix principaux, qui sont les choix de la défense et de la sécurité, je voudrais également avoir l'avis de Daniel, il n'y aura pas ici de compromis ni de différences qui feront qu'un gouvernement ne pourra pas faire face. Même les Arabes du parti Raham comprennent que l'intérêt des Arabes israéliens est d'avoir un État d'Israël qui tient le choc face à des terroristes qui peuvent déstabiliser toute la région, y compris les Arabes israéliens. Daniel Sheikh, puisque vous avez été interpellé.
Oui, oui, non, je suis entièrement d'accord. Je pense que sur les questions de sécurité, ou du moins les questions de sécurité qu'on peut envisager aujourd'hui, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une surprise, mauvaise ou bonne, je pense qu'il y a une entente parfaite parmi les composantes de cette coalition. Il n'y a pas vraiment de différence sur la question iranienne, il n'y a certainement pas de différence sur les questions de combattre le terrorisme ou éviter les attentats, certainement pas sur les éventuelles menaces qui viennent à répétition de temps en temps du côté de Gaza. Il y a des sujets concernant le conflit israélo-palestinien qui posent problème, notamment, ce n'est pas exactement notre sujet, ce n'est pas exactement le sujet de la sécurité d'Israël, mais d'une certaine manière, ça l'est. C'est le comportement irresponsable d'une petite minorité de jeunes dans les territoires, de jeunes Israéliens qui vivent dans les territoires, qui sont extrêmement violents, à la fois par rapport à leurs voisins palestiniens, mais aussi par rapport à Tzahal, par rapport à la police et aux soldats. Et là, c'est inconfortable pour les composantes du côté gauche de cette coalition. Et il y a des pressions sur Benny Gantz, qui est le ministre de la Défense, mais aussi sur Naftali Bennett lui-même, d'agir de manière un peu plus ferme. Mais de manière générale, je suis tout à fait d'accord avec Olivier sur les grandes questions stratégiques de la sécurité d'Israël. Cette coalition très hétéroclite va être très unie. Alors, on pourrait parler encore longtemps de ce nouveau gouvernement et notamment de la répartition des dicastères et quels sont les dicastères qui ont été confiés à la gauche, mais il faut qu'on avance. Donc, on va passer au contexte régional avec les accords d'Abraham, évidemment, qui changent radicalement le contexte. Et j'ai le sentiment que, vu d'Europe, et en cela, je rejoins le livre d'Olivier Rafovitch, « Israël, une chance pour le monde », j'ai l'impression que du point de vue européen, on n'a encore pas bien compris le changement de paradigme d'une certaine manière, Olivier Rafovitch. Écoutez, ces accords d'Abraham, au-delà des ouvertures diplomatiques, et on ne va pas maintenant en parler ce soir, c'est trop large, trop grand, ils font que le problème palestinien n'est plus un problème, à mon humble avis, basé sur le binôme israélien-palestinien, mais sur la possibilité d'un règlement régional, voire international du problème, dans lequel Israël fait partie des éléments qui peuvent trouver une solution, mais qui n'est pas le seul pays, le seul élément, le seul État qui doit trouver une solution. Donc, ces accords d'Abraham ouvrent parce que les pays qui aujourd'hui ont signé avec Israël des accords et qui sont en train de se rapprocher d'Israël, soit officiellement, soit encore un petit peu dans les coulisses, je pense à l'Arabie Saoudite. Oui, on y reviendra. Ne veulent pas que les Palestiniens, ou ce problème palestinien, devienne le problème qui empêche ce développement. Donc, dans ce cadre-là, les Européens sont restés coincés, je dis bien coincés, bloqués dans les chancelleries, parfois peut-être avec des vieux livres ou avec des vieux dossiers qui ne sont pas adaptés à ce qui se passe actuellement, où pour eux, Israël est le responsable, je dirais même le coupable du problème palestinien, et qu'en tant que coupable, eh bien, il doit être puni pour trouver la solution, voire payer évidemment, au sens figuré, évidemment. Et on a vu que dans ces accords d'Abraham qui ont été évidemment suivis aux États-Unis, en Grande-Bretagne, dans le monde arabe lui-même, l'Europe a été moins favorable aux accords d'Abraham que les pays arabes eux-mêmes le sont. Et par rapport au problème palestinien, les pays arabes qui ont signé avec Israël ou qui veulent signer avec Israël comprennent la complexité du problème, comprennent qu'on ne peut pas régler un problème comme le problème palestinien comme ça, avec un crayon et avec un papier, et que ça demande beaucoup, beaucoup de travail et beaucoup de temps. Et quelque part, les Européens sont dans le passé, sont quelque part avant, très loin. Et la question que moi, je me demande depuis déjà maintenant plus d'un an, où sont-ils? Et on le voit dernièrement, je m'arrête là, avec les réactions au dernier rapport d'Amnesty International, où il y a une espèce de déflagration médiatique européenne sur ce dossier,
européenne, surtout européenne. On ne le voit pas en Chine, on ne le voit pas en Inde, on ne le voit pas en Russie, on ne le voit pas aux États-Unis, on en parle, mais pas de cette manière-là. Et quelque part, ça les rassure. Ça les rassure, les Européens. Je parle des Européens de l'Ouest, parce que c'est différent à l'Est, c'est différent au centre. Mais à l'Ouest, ça les rassure que, de nouveau, on accuse Israël, comme si, grâce à cela, ça les pas tous, évidemment, je n'aime pas dire tous, mais je parle de l'Europe, l'Union européenne dans sa politique générale, parce qu'il faut aussi parler des relations bilatérales entre les pays européens et Israël. Mais l'Union européenne, la politique européenne reste, encore une fois, à mon avis, en retrait, en recul, et a besoin peut-être de comprendre ce qui se passe et de s'adapter aux changements qui ont lieu de manière ultra rapide. Je vais relancer Daniel Sheikh sur cette question, précisant qu'au moment des accords d'Abraham, Mahmoud Abbas a condamné les accords et on peut dire que les Palestiniens l'ont un peu vécu comme une trahison quand même. Donc c'est compliqué, ça reste compliqué. Oui, c'est certainement compliqué pour les Palestiniens parce que cela a marqué le début de la fin d'une très longue tradition à laquelle les Palestiniens se sont profondément habitués, ils sont devenus presque accros de cette situation que le monde arabe, ou du moins le monde arabe organisé, en gros les membres de la Ligue arabe, etc., s'alignaient automatiquement avec les positions palestiniennes sur la question. Et du coup, il y a une partie de ce monde arabe qui a brisé cette entente et donc ce n'est pas surprenant que les Palestiniens le prennent mal. Mais j'aimerais quand même revenir un peu en arrière et enfin, on va trouver le premier sujet sur lequel nous ne sommes pas entièrement d'accord, Olivier et moi, sinon vous allez tous vous ennuyer terriblement si on ne fait que se répéter les uns les autres. Comme Joël l'a mentionné quand il m'a présenté, ça fait 10 ans que je milite dans une organisation de la société civile israélienne qui s'appelle the Israel Regional Initiative, qui milite donc pour un règlement du conflit israélo-arabe et notamment du conflit israélo-palestinien dans un contexte régional. Donc, je ne suis certainement pas suspect sur mon soutien du principe de mettre la question palestinienne dans un contexte régional et de voir que des bonnes choses du fait que la région devienne un catalyseur de normalisation avec Israël. Je le soutiens entièrement et je pense que les accords d'Abraham sont dans ce sens, comme les Américains l'appellent, un game changer. Cela dit, je trouve qu'il y a une grande partie des Israéliens, notamment des leaders israéliens politiques, y compris certains au sein de cette coalition, qui s'imaginent qu'avec les accords d'Abraham, avec la normalisation avec les pays arabes, on peut d'une certaine manière faire l'économie de la question palestinienne. On peut la mettre de côté. On marche au-dessus des Palestiniens, on fait la paix avec les Émirats arabes unis, dans l'avenir peut-être avec l'Arabie saoudite, avec le Maroc dans un autre sens, et puis les Palestiniens, on oublie. Eh bien, moi, j'ai une mauvaise nouvelle pour ces gens-là. Tout le monde peut mettre de côté la question palestinienne, les Émiratis, les Égyptiens, les Américains, Donald Trump, tout le monde peut le mettre de côté, sauf deux. Les Israéliens et les Palestiniens. Ça. Nous deux, on n'a pas ce luxe. Nous ne pouvons pas mettre de côté la question palestinienne. Et tôt ou tard, avec ou sans les accords d'Abraham, avec ou sans la normalisation, avec ou sans la trahison du monde arabe par rapport aux Palestiniens, on va devoir trouver une solution qui soit équitable pour les uns ou pour les autres. Sinon, l'abcès va continuer à grossir et grossir, et de temps en temps, il va éclater, et puis il y aura un round de violence, et ça va continuer sans arrêt comme ça. Et donc, je reconnais qu'actuellement, ce n'est pas possible. Je suis clair là-dessus. Le contexte politique en Israël est
les Palestiniens ne le permet pas. Nous ne pourrons pas avancer sur la question palestinienne, sur la grande question palestinienne. Mais, et là, j'avance un petit peu, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et là, à nouveau, un changement au sein de ce gouvernement, un vrai changement dans le rapport aux Palestiniens. Pas sur la question des 2 États ou 1 État ou 3 États. Non, ça, on laisse de côté. L'économie, le commerce, l'environnement, l'amélioration des conditions de vie des Palestiniens, des mesures de confiance, confidence building measures, tout ça, et des rencontres entre ministres, des rencontres politiques entre ministres israéliens et ministres palestiniens, tout ça, c'est un énorme changement par rapport au précédent gouvernement. On reviendra sur la question palestinienne dans un instant, mais j'aimerais demander aux gens qui nous écoutent de bien couper leur micro parce qu'on a des interférences. Donc, merci de vérifier que vos micros sont bien coupés. J'aimerais continuer un instant sur les accords d'Abraham parce que je vais me faire un peu l'avocat du diable. J'ai le sentiment que la dynamique s'est un peu essoufflée après les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Soudan, le Maroc. Alors, bien sûr, il y a eu la crise du Covid, mais j'ai l'impression que la dynamique s'est un peu essoufflée. Alors, Olivier le disait tout à l'heure, il y a des rumeurs ou des bruits sur l'Arabie saoudite. Tout récemment, on voit un rapprochement avec la Turquie. Il y a une question d'ailleurs de quelqu'un qui nous écoute, qui est M. Simon Skira, qui dit quels sont les prochains pays qui vont signer un accord de paix avec Israël. Est-ce qu'on peut le savoir aujourd'hui, Olivier? Alors, je vais tout de suite laisser Olivier développer ce sujet, mais je vais répondre très brièvement là-dessus. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas agrandi le nombre des pays, mais dire que ça piétine, ce n'est pas vrai, parce que les accords existants ne cessent de s'approfondir et de s'élargir. Et il y a quelque chose de beaucoup plus sain de prendre les 2 ou 3 accords de normalisation véritables. Je laisse un peu de côté le Soudan, qui est compliqué et honnêtement pas une puissance extrêmement importante. Les Émirats arabes unis, le Bahreïn et le Maroc, il y a énormément de choses qui se font. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très sain à renforcer, approfondir une relation existante. Bien sûr, nous avons l'espoir, et nous avions l'espoir depuis le début, que ça va s'élargir. Je pense que ça va se faire. Je ne pense pas que c'est pour demain matin. Alors, moi, je voudrais juste revenir sur un petit peu, parce que Daniel l'a évoqué, je voudrais quand même sur la question palestinienne. Et là où j'ai voulu en venir, je n'ai pas dit que le problème n'existait pas ou qu'il n'était pas là. J'ai dit que les accords d'Abraham et que cette ouverture nouvelle des États arabes, musulmans, sunnites, ce n'est pas des États européens, ce n'est pas des États chrétiens, ils connaissent parfaitement ce qui se passe, bien mieux que n'importe quel analyste en Europe du problème palestinien. Mais ces accords d'Abraham font qu'il y a de nouvelles dimensions pour trouver des solutions. Jusqu'à maintenant, soyons clairs avec nous-mêmes. Ce que dit Daniel Sheikh, en fait, il parle d'une solution où la géographie est le problème et la solution. La géographie, le terrain, la terre. Or, ces accords d'Abraham développent d'autres dimensions, d'autres relations entre les États. Ce n'est pas seulement l'économie et l'argent, c'est le fait qu'on peut parler, de réfléchir à d'autres niveaux, au niveau d'arriver à des souverainetés. Avoir une souveraineté sans argent, sans eau, ça sert à quoi? Avoir un État enclavé qui n'a pas de possibilité de se développer, ça sert à quoi? C'est donner la mort à quelque chose qui n'est pas encore né. Or, ces accords d'Abraham développent aujourd'hui, pour la start-up nation qu'est Israël, l'obligation, là je lance presque un défi à nous-mêmes et à peut-être aussi aux communautés, de réfléchir à quelque chose d'autre. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui, l'a dit Daniel, pour plein de raisons, diviser en 14 ou en 15 ou en 3 ou en 6 ce petit terrain où, quand, comment, ça paraît pour l'instant compliqué, voire impossible. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas trouver des solutions. Mais à l'époque où on développe des ordinateurs quantiques, n'est-ce pas, qui pensent différemment, qui développent différemment,
À une époque, aujourd'hui, on réfléchit à s'établir sur la planète Mars. Je ne dis pas qu'on va envoyer quelqu'un là-bas, mais on peut peut-être réfléchir à des nouveaux. On peut créer l'État palestinien sur la planète Mars? Pas du tout, c'est pas ça que j'ai voulu dire. Mais pourquoi Non, pas? c'était une Mais blague. pourquoi pas? Et pourquoi pas? Non, non, mais faut pas du tout. Je dis que aujourd'hui, il y a des possibilités de réfléchir à des confédérations, à des arrangements nouveaux. Je n'ai pas moi-même ni l'intention, ni le temps, ni l'orgueil de vous dire je connais la solution. Mais ces nouveaux arrangements, ils n'étaient pas là il y a quelques années, offrent des possibilités nouvelles. Et territoriales également. Je rappelle que l'État d'Israël se trouve sur une partie petite de ce qu'on appelait la Palestine mandataire, n'est-ce pas? C'est pas pour ça qu'il n'y a pas d'État d'Israël. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Jordanie à côté, qui n'était pas quelque chose qui existait il y a 200 ans. Je veux dire, ces choses-là existent, peuvent se créer. Il n'y a jamais eu d'État palestinien, il n'y a jamais eu de duché palestinien, il n'y a jamais eu de république palestinienne, jamais dans l'histoire du monde. Aujourd'hui, la seule possibilité, la chance, je l'ai dit très souvent, d'ailleurs dans le livre aussi, la chance des Palestiniens, c'est l'État d'Israël. Nous sommes peut-être leur seule possibilité historique d'obtenir quelque chose que personne jamais ne leur a donné, ni les Jordaniens, ni les Égyptiens, ni les Ottomans, ni les Britanniques. Donc, soyons aussi, nous, Israéliens, avec nos nouveaux alliés, dans une optique de réfléchir tout à fait différemment, je dis presque de manière quantique, entre guillemets, et là je dis avec un sourire, pour peut-être trouver des solutions. Si on est aussi géniaux pour créer des mobile eye et pour trouver Waze, pourquoi pas trouver demain des solutions qui seraient des solutions politiques. Le Startup Nation ou le Startup tout court peut également penser pas seulement à l'innovation dans l'écologie, dans l'eau ou dans le matériel, mais également dans le politique, pourquoi pas. On va inventer le cerveau quantique, ça va beaucoup nous aider. Je vous relance, Olivier, par rapport à la question de Simon Skira qui demandait quels sont les prochains pays qui vont signer un accord de paix avec Israël. Vous avez évoqué la possibilité de l'Arabie saoudite et je vais élargir la question. Ces accords ont été signés sous Netanyahou et Trump. Depuis, les deux gouvernements ont changé. Est-ce que ça change quelque chose? Non. Non, parce que, comme de la même manière que ceux qui ont pensé que Netanyahou a fait les accords d'Abraham et que sans Netanyahou, il n'y a pas l'accord d'Abraham, c'est une erreur. L'État continue, l'État d'Israël continue, l'Amérique continue, le monde continue. Il y a des changements, des adaptations, des différences de style, n'est-ce pas? C'est peut-être le terme, des différences de style, mais il y a un intérêt américain, un intérêt, je dirais, un intérêt d'État, de l'État américain. Comme il y a un intérêt d'État, un state interest pour l'État d'Israël, comme il y a un intérêt pour les Émirats arabes unis, ce n'est pas de l'amitié, ce n'est pas de l'amour, on n'est pas dans les émotions des mille et une nuits, on est ici dans des situations d'intérêt national de ces nations de produire, de faire des choses pour leur peuple, pour leur leadership, pour leur économie, pour leurs finances, pour leur armée aussi. Aujourd'hui, par exemple, le royaume de Bahreïn a signé, je crois, un MOU, peut-être même plus que ça, un accord de coopération militaire entre le ministère de la Défense israélien, Benny Gantz était là, et le roi du Bahreïn. Ce n'est pas gentil, ce n'est pas parce que quelqu'un fait plaisir à l'autre, parce qu'il y a un véritable intérêt d'État du Bahreïn de penser à développer, renforcer, améliorer leur défense par rapport à ce qu'ils pensent, eux, être leurs menaces. Et nous, au niveau économique, au niveau sécuritaire, c'est également le cas. Quand l'intérêt est devant l'émotion, les choses peuvent avancer. Là où je veux en venir, c'est que les Américains sont une démocratie qui a choisi un nouveau président. Demain, il y en aura un autre ou le même, je ne sais pas. Les choses continueront, comme en Israël, les choses continuent. Et dernier point, encore une fois, là, je voudrais m'adresser à Daniel pour avoir son idée, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, en Israël, il y a un nouveau président, qui est M. Bougie Yitzhak Herzog, qui a un nouveau style également, qui joue un rôle, à mon avis, très important dans le développement diplomatique de relations sensibles qui parfois sont compliquées à gérer au niveau politique interne pour des raisons de politique interne. Et lui a cette possibilité, cette capacité, on le voit avec la Turquie. Ça ne pose pas de problème, on ne lui pose pas de questions, personne n'ose et ne peut lui poser de questions puisque c'est l'autorité suprême et quelque part apolitique, n'est-ce pas? Et ce n'est pas non plus par hasard que lors de la visite de M. Bougie Herzog, président d'État d'Israël, aux Émirats arabes unis, les Émirats arabes unis lui ont dit qu'ils ont décidé de débloquer 10 milliards de dollars
pour investir en Israël, dans le high-tech. Ça n'avait pas été dit ni à M. Lapid, ni à M. Bennett. Donc, quelque part, cette figure d'un nouveau président jeune ouvre également des perspectives pour des nouvelles relations sans qu'il y ait, je dirais, de choses du passé ou de choses politiques qui pourraient gêner. Daniel Scheck. Oui, il n'y a honnêtement aucune raison pour que l'un des acteurs américains ou autres change de cap sur les accords d'Abraham. C'est tellement populaire, c'est tellement évident, c'est tellement bon, où on peut trouver le défaut sur ce fruit magnifique. Donc, je suis tout à fait d'accord avec Olivier, quelle que soit l'administration américaine, c'est quelque chose qu'elle va continuer à soutenir. Et du côté israélien, certainement, c'est un peu un rêve de tous les partis politiques israéliens de voir des accords de normalisation avec des pays arabes. On voit l'enthousiasme israélien par le flot incessant de personnalités israéliennes qui visitent les Émirats arabes unis, par exemple. En quelques mois, il y a eu le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, le président, le chef de l'État et quelques ministres professionnels qu'on ne compte plus. Et donc, mais les Émiratis sont preneurs, ils sont heureux de ça. Donc, le seul contexte possible de voir une sorte de renversement de la vapeur, c'est si les pays arabes reviennent sur leur décision de normaliser. Et honnêtement, quand on voit, moi j'étais aux Émirats arabes unis pour une conférence, j'étais au Maroc plusieurs fois. Quand on voit la chaleur avec laquelle on est accueilli dans ces pays, ça change un peu par rapport à ce qu'on ressent en Égypte ou en Jordanie aujourd'hui, où il reste une opposition très profonde aux accords de paix, même si paix froide, pas froide, etc. Ce sont des accords qui ont tenu pendant des décennies déjà et qui ont traversé des moments très difficiles dans la région, donc il ne faut pas minimiser. Mais dans ces nouveaux partenaires, il y a une chaleur et une volonté qui, il faut le dire aussi, ne soyons pas complètement dupes, ça provient aussi du fait qu'il n'y a pas véritablement une opinion publique émirati. Et d'ailleurs, au Bahreïn, c'est un peu plus délicat. Parce qu'il y a une opinion publique et il y a des oppositions qu'on entend, mais c'est vraiment en catimini. Donc, les prochains pays, honnêtement, il n'y a pas une très longue liste. Le Graal, en quelques questions, en quelque sorte, c'est l'Arabie saoudite, évidemment, qui est un pays avec une énorme influence et une énorme puissance, mais qui a évidemment aussi des réticences à la hauteur de ces puissances, parce qu'ils sont gardiens des lieux saints, la Mecque, Médine, etc., leadership du monde musulman. Mais il ne faut pas penser uniquement au monde arabe. Élargissons un peu notre pensée vers des pays musulmans d'Asie, par exemple, le Pakistan. Ça, c'est un changement énorme. C'est un pays gigantesque. Si l'un de ces pays musulmans d'Asie franchit le cap, ce serait un énorme changement. Et je pense que ce n'est pas impossible, mais il faut avoir un peu de patience. Je voudrais juste ajouter un mot, Pascal. Oui. Bref, parce que ça fait déjà 3 quarts d'heure qu'on parle. Très bref. Dans l'enthousiasme de ces pays qui sont peut-être demain revenir, n'oublions pas 2 pays avec lesquels on a des relations de paix depuis des années, qui peuvent se sentir un petit peu, je dirais, pas toujours à l'aise. C'est la Jordanie et l'Égypte. Pourquoi ? Parce que, à différence des Émirats, de l'Arabie saoudite et des autres, sont des pays pas très riches. Donc, il n'y a pas le même engouement économique et financier du côté israélien, en tout cas, des entreprises et tout ça. Donc, par contre, au niveau politique et sécuritaire, la Jordanie et l'Égypte sont des pays
d'une importance fondamentale et critique pour Israël. Donc, il ne faut pas oublier, pas courir trop vite. Vous savez, parfois courir trop vite, c'est formidable. Pakistan, Indonésie, et puis, mais n'oublions pas que nous avons aussi, comme avec les Palestiniens, des pays très, très importants qui ne sont pas toujours contents de ce qu'on fait avec eux, qui ne sont même pas toujours contents du tout. Je pense à la Jordanie. Et nous devons être extrêmement prudents dans à la fois avancer, mais ne pas oublier les pays qui ont signé avec nous il y a déjà plus de 20 ans, 30 ans même, des accords qui sont des accords de paix avec une importance sécuritaire et politique extraordinaire. C'est l'occasion de mentionner un grand changement supplémentaire. C'est l'attitude de ce gouvernement par rapport à la Jordanie. Après une longue période de véritable crise profonde, pour des raisons qu'on ne va pas détailler maintenant, il y a un véritable effort pour ramener la Jordanie vers un dialogue avec Israël. Il y a un accord très important sur un échange d'eau et d'énergie entre les deux pays, et surtout un effort pour reconstruire une confiance entre les gouvernements avec un voisin qui est, comme l'a dit Olivier, fondamental. C'est la plus longue frontière de l'État d'Israël, et le fait qu'elle soit calme, qu'elle ne présente pas une menace sécuritaire pour Israël, c'est un atout stratégique de premier ordre. Alors, à ce stade, je vais prendre deux questions qui ont été adressées à l'association en amont. La première est de Jacques Lévy, président de l'amicale des anciens élèves de l'ORT Genève. Elle est assez longue. Il nous dit ceci: bonjour, voici des décennies que l'on parle d'Israël et du Moyen-Orient. Tout a été dit pratiquement. À ce jour, hélas, aucune forme de solution du problème dit palestinien. Ma question: que fait véritablement le gouvernement israélien pour clarifier pourquoi nous en sommes là? Je suis personnellement confronté régulièrement à des débats où, pris à partie, je n'ai pas de réponse véritable aux accusations liées au sectarisme appliqué aux populations arabes en Israël, les exactions contre les non-juifs, le boycott israélien de Gaza, l'état infériorisé dans lequel vivent les populations dites palestiniennes, etc. En un mot, expliquer pourquoi on n'avance pas en vue d'une issue possible du problème palestinien. À mon humble avis, il manque cruellement au service de propagande israélien une méthodologie pédagogique permettant d'apporter des réponses claires à ces accusations. Merci d'avance. Qui se lance? Bon, alors, monsieur pose 17 questions et il veut une réponse en un mot. En 30 secondes. Je dirais la chose suivante. Si c'était simple, quelqu'un aurait pensé déjà à une solution. Et le fait que la question palestinienne pullule dans cette région depuis des décennies est aussi un indicateur du fait que c'est objectivement une question complexe, compliquée, avec des enjeux difficiles, avec des dimensions locales, régionales, globales, stratégiques, politiques, religieuses, culturelles, nationales, tout ce que vous voulez. C'est une grande salade. Et s'il n'y a pas de solution, ce n'est pas parce qu'il y a uniquement parce qu'il y a de la mauvaise volonté. Il faut dire, il y a eu des périodes où il y a eu beaucoup de mauvaise volonté, mais il y a eu des périodes où il y a eu des tentatives, et des vraies tentatives. Et elles ont échoué. Moi, personnellement, je crois qu'on va finir par trouver le moyen. Mais, je le répète, la situation n'est pas mûre actuellement pour le faire. Moi, je veux bien accepter l'approche d'Olivier qu'il faut chercher quelque chose d'innovant. Bon, pourquoi pas? Mais le problème avec des choses innovantes, c'est qu'on a du mal à les pronostiquer. Par contre, je ne pense pas que ce soit aujourd'hui un problème de propagande ou de communication. Non. Oui, il y a des difficultés de communication en Israël, mais je pense que l'appareil de communication israélien, je parle aussi sous le contrôle d'Olivier qui s'en est occupé pendant longtemps, comme moi, plus dans le côté diplomatique que militaire. Je pense que les choses ont énormément évolué, qu'il y a aujourd'hui une vraie stratégie et des moyens modernes et importants pour le faire. Et de toutes les façons, c'est une solution un peu facile
de dire que les problèmes sont tous des problèmes de communication. C'est comme si, je ne sais pas, je vais prendre un exemple qui va parler aux Suisses. Si vous achetez un paquet de chocolat et le chocolat ne vous plaît pas, vous n'allez pas vous plaindre à la société qui a fait l'emballage. Le problème, ce n'est pas l'emballage. Le problème, c'est le chocolat. Il ne vous plaît pas. Alors ici, le problème n'est pas la communication. Le conflit israélo-palestinien est un vrai problème profond, difficile à résoudre, mais il va falloir trouver le moyen. Moi, je vais essayer de Olivier répondre. Rafovitch, avant de vous donner la parole, je vais y ajouter, pardon. je vais y ajouter un élément parce qu'il y a une question qui est arrivée là, via la messagerie. Quelqu'un qui demande si finalement, parmi les nouveaux amis d'Israël, on parle des accords d'Abraham, il n'y a pas quelqu'un qui pourrait imposer une solution aux Palestiniens. Alors, non. La réponse facile est non. OK. Voilà. On écoute Olivier. Voilà. D'abord, il faut savoir, et les gens ne le savent pas, les accords d'Abraham, ces accords ont souvent commencé par des échanges secrets, souvent dans le renseignement et la sécurité des États et des leaders, et également par ce qu'on appelle le soft power. Par exemple, et les Suisses le connaissent bien, soigner quelqu'un, lui donner un médicament, lui donner un traitement médical pour le sauver. Il faut savoir que ces accords ne sont pas nés en un jour, de manière spontanée, ni avec Donald Trump, ni avec M. Netanyahou. Il y a eu des années, des dizaines d'années de relations secrètes passionnantes. Peut-être un jour, les archives s'ouvriront et on pourra voir quel roi ou quel prince arabe ou quel président est venu se faire soigner chez nous en Israël alors que le pays était en guerre. Je dis bien en guerre avec Israël. Ça, c'est la situation, la vérité israélienne et moyen-orientale qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites, qui ne seront d'ailleurs jamais dites parce que c'est encore très sensible. Mais pour revenir aux Palestiniens, lorsqu'on est en Israël, dans le conflit, avec le conflit, on voit dans des hôpitaux israéliens des enfants de Gaza, dont les parents sont peut-être du Hamas, qui sont soignés pour le cancer. On voit des ambulances à Ein-Karem de Ramallah qui viennent apporter des gens malades des territoires dits palestiniens, occupés, comme on dit, à Jérusalem. Ils sont soignés par des médecins qui peuvent être russes, d'origine russe, juifs, chrétiens, arabes. De vous à moi, on s'en fout. Il y a, si vous voulez, la définition d'un conflit qui fait vendre des journaux et qui fait que les chaînes de télévision discutent et ça marche, qui font le buzz. Et puis, il y a la réalité. La réalité, elle est là. Il y a des échanges, il y a des rencontres, il y a des débats. Et il y a aussi, il faut savoir, une réalité sécuritaire incroyable. Mahmoud Abbas va soutenir le rapport de Amnesty International et va dire bravo à ce rapport, mais le jour même, il va rencontrer, lui et ses associés ou ses acolytes, ils vont rencontrer les gens du Shin Bet israélien pour faire face à des menaces du Hamas qui peuvent mettre en danger l'autorité palestinienne. Cette réalité-là, elle est là. Maintenant, là où je veux revenir très rapidement, c'est que, comme les accords d'Abraham ont très souvent débuté par, et Danny le connaît très bien aussi lorsqu'il était ambassadeur, il sait qu'il y a la politique ouverte et puis il y a tout ce qu'il y a en dessous. Ça qui fait les relations, c'est pas nouveau, hein, ça date de l'époque d'Avraham Avinu quand il a fait des alliances pour prendre possession de ce qu'il devait prendre possession. Eh bien, le renseignement, qu'il soit officiel, qu'il soit politique, militaire, on parle du Mossad, souvent le Mossad joue un rôle très important, pas pour faire du mal, mais pour faire avancer des choses, avec les affaires étrangères, dans des interstices parfois où ni aucune caméra ne sera présente, ni aucun journaliste, et c'est tant mieux. Et ça vaut mieux même. Bien sûr que ça vaut mieux, mais c'est comme ça que les choses avancent ici au Moyen-Orient. Et moi, si vous voulez, je suis dans le réel politique. Les Palestiniens aujourd'hui ne sont plus un. Avant, il y avait les gentils Israéliens et les méchants Palestiniens. Maintenant, on ne peut plus dire les Palestiniens. Il y a des Palestiniens. L'autorité palestinienne n'est pas le Hamas. Le djihad islamique n'est pas Mahmoud Abbas, ni Mohamed Dahlan. Ça veut dire que du côté israélien, pour revenir à la question de monsieur, quand on rentre dans l'intérieur du sujet, il y a des choses qui se passent, qui existent, qui peuvent faire qu'on va arriver à des changements, à des débouchés. Il n'y aura pas, mais de dire, vous savez, il y a Israël d'un côté qui est aussi multiple et multiforme, et les Palestiniens qui sont également multiformes. Et c'est une chance, parce que c'est grâce à cela que les choses se font, et les choses vont se faire sur des gens
qui vont être des gens de dialogue, des gens de compromis, parce que le compromis, Daniel ne le dit pas, mais c'est le mot qu'il veut dire depuis tout à l'heure. Le compromis va être l'obligation de nous tous pour arriver à quelque chose. C'est-à-dire qu'eux qui rêvent de Jérusalem musulmane, no way. Jérusalem est juive. Maintenant, de quelle manière ils vont trouver le compromis? Peut-être à bouddhiste, peut-être à Azaria, je ne sais pas. Mais tout cela réuni s'appuiera, je dis bien, sur des hommes et des femmes. Des hommes et des femmes qui font la différence. Et ils sont là, et ils existent. Et ils existent. Daniel Sheikh voulait réagir? Non, je pense qu'on a fait le tour. Ok. Alors, j'ai une question de M. Gilbert Smadja qui dit « Comment combattre victorieusement les campagnes de délégitimation d'Israël et leur dernier avatar en date, le rapport d'Amnesty International ?» Pour ceux qui ne le savent pas, ce rapport est sorti avant-hier et il accuse Israël de mener une politique d'apartheid. J'ai presque envie de dire qu'il est tellement à charge qu'il perd une bonne partie de sa crédibilité. Qu'en pensez-vous? Daniel? Commence-toi cette fois-ci. Moi, je pense, vous savez, je vais vous dire, je pense que, et je me parle à moi-même, là j'ai un peu mûri dans l'âge et dans l'expérience. Il y a 10 ans, j'aurais réagi avec toutes mes forces, j'aurais écrit un papier, j'aurais sauté en l'air en accusant telle ou telle organisation d'être anti-juive, antisémite, anti-israélienne. J'aurais même cherché de l'information sur Madame Agnès Calamar, qui est la présidente ou la secrétaire générale d'Amnesty. Mais aujourd'hui, je vois les choses différemment. D'abord, je ne pense qu'on ne peut pas se battre contre des moulins. Il y a beaucoup de moulins là. Donc ça ne sert à rien de gesticuler, de dire ils sont contre nous, d'une certaine manière. D'ailleurs, sachons qu'il y a également des ONG israéliennes qui pensent la même chose. Hein, donc soyons également très prudents par rapport à tout cela. Mais je pense que la meilleure manière de réagir est dans, je dirais, dans ce qui se passe, encore une fois, dans la réalité. Maintenant, les Arabes israéliens vivent en Israël, c'est eux peut-être qui peuvent répondre le mieux à ce genre d'attaque. Si certains sont anti-israéliens, d'autres ne le sont pas. D'autres ne le sont pas. Le fait qu'il y ait un parti politique au gouvernement israélien est une réponse, je dirais, presque éclatante. Un parti politique dont on accuse ce parti d'être le faiseur de roi, presque le gouvernement dans le gouvernement, c'est un parti qui peut parler d'un état d'apartheid, des Arabes au gouvernement qui font la pluie et le beau temps, des juges à la Cour suprême. Encore une fois, de l'autre côté, je n'ai même pas envie de vous dire combien d'Arabes israéliens font ci et font cela, parce que c'est quelque chose presque qui me repousse à moi. Nous sommes une démocratie avec une minorité d'Arabes en Israël qui sont, je dis Baruch Hashem, je le dis en hébreu, là où ils doivent être, selon leur qualité, non pas selon leur religion ou leur appartenance, mais selon leur qualité d'être humain. S'ils peuvent être médecins, qu'ils le soient, pharmaciens ou juges. Il y a même, vous savez, il y a même plusieurs milliers de militaires dans l'armée de Tsahal qui sont arabes musulmans, et pas seulement des bédouins. Et Tsahal encourage le fait que des soldats arabes israéliens servent dans Tsahal. C'est quoi? C'est de l'apartheid? Certains en israélien vont dire c'est génial, d'autres vont dire c'est moins génial, mais c'est les réponses de la réalité israélienne. Encore une fois, j'ai presque même pas envie de raconter, parce que peut-être qu'en face de nous, des gens ne veulent pas non plus écouter. Mais je crois que c'est la meilleure manière. Et nous d'avancer dans la démocratie israélienne et dans ce brouhaha. Vous savez, ce brouhaha politique, il est génial. Parce qu'en fait, il montre que nous-mêmes, on n'est pas d'accord parfois avec nous-mêmes, mais tant mieux. Ça veut dire qu'on est une démocratie vivante et ceux qui nous regardent d'Europe peuvent nous critiquer, mais ne peuvent pas changer la réalité. Qu'en pense Daniel Sheikh? Alors, je vais prendre l'une des approches d'Olivier et je vais la développer. Il y a au gouvernement israélien actuellement un ministre chargé de la coopération régionale. Son nom est Issaoui Frej. C'est un arabe israélien qui est au gouvernement pour le parti Meretz, pas pour le parti arabe, pour le parti Meretz. Le lendemain de la publication de ce rapport d'Amnesty, par hasard, j'ai
j'ai écouté sa réaction à la radio. Il a été interviewé par une des chaînes de radio israéliennes pour lui poser évidemment la question, vous, Arabes israéliens, qu'est-ce que vous en pensez de cette accusation d'apartheid? Et Issaoui Frej, qui est un homme politique avec beaucoup d'expérience et beaucoup de sagesse, il a dit à peu près la chose suivante, je paraphrase, il a dit « Dieu sait que j'ai des critiques sur Israël, sur son comportement dans les territoires et aussi sur le statut de mes frères et sœurs, les Arabes israéliens. Mais de dire que c'est un état d'apartheid, c'est la plus grande bêtise possible. Ça, c'est de la bouche d'un leader politique reconnu, aimé dans la société arabe. Voilà, c'est en gros la réponse. Maintenant, moi, je suis épaté par le début de la réponse d'Olivier parce que je suis entièrement d'accord avec lui. Il ne faut pas, pardon de l'expression, il ne faut pas péter les plombs à chaque fois qu'il y a un épisode comme ça. Plus on réagit fort, plus on donne de l'importance à quelque chose qui finalement va être oublié dans quelques jours. Pas par tout le monde. Il y aura toujours des militants qui vont rappeler le rapport d'Amnesty dans 1 an, dans 3 ans, dans 4 ans, comme ils l'ont fait avec, je ne sais pas, avec Durban. Oui, contre cela, de toutes les façons, on n'y peut rien. Mais dans l'opinion publique générale, et surtout parmi les décideurs en Europe, même en Europe, qui évidemment est le terrain le plus facile pour inculquer ce genre de message d'Amnesty International, ça n'aura pas un impact permanent. Je suis donc énervé, oui, mais assez serein là-dessus. Et je ne vois pas l'intérêt de se mettre, nous tous, en ordre de bataille pour trouver tel ou tel argument contre telle ou telle accusation. Plus c'est gros, moins c'est crédible, finalement. Et l'apartheid, c'est d'une part le buzz actuel des antisionistes. C'est tout à fait vrai, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Europe, mais c'est aussi relativement facile à contredire, parce qu'il suffit de regarder la situation dans l'État où l'apartheid est né, en Afrique du Sud, et on voit tout de suite que c'est incomparable avec la situation dans les territoires, parce qu'il ne s'agit pas de citoyens israéliens là-bas, c'est une autre complexité, un autre problème, et ce n'est pas de l'apartheid. Et puis, à l'intérieur d'Israël, c'est pour toutes les raisons qu'Olivier a énumérées, c'est complètement insensé de dire qu'à l'intérieur d'Israël, parmi les citoyens reconnus de l'État d'Israël, il existe une apartheid. Il y a peut-être des discriminations, il y a des inégalités, il y a des choses à corriger. Personne ne dispute ça, mais apartheid, non. Par contre, il faut savoir que ces critiques acerbes, terribles, jouent un rôle assez intéressant. C'est qu'elles ont, si vous voulez, la conséquence de réunir des forces vives en Israël et même dans le monde juif pour se battre. C'est-à-dire que, en fait, c'est un peu comme une maladie ou comme un virus ou un microbe. Parfois, c'est à cause du fait que le corps humain est attaqué par tel ou tel microbe qu'il fait des anticorps et quelque part, il se renforce, n'est-ce pas? Eh bien, Israël, à chaque fois qu'on est attaqué, que ce soit politiquement, militairement évidemment, mais on se renforce parce qu'on doit d'abord avancer. On ne va pas tomber parce que telle ou telle personne, telle ou telle ONG peut être financée par telle ou telle personne ou derrière fait quelque chose. On avance, ça nous renforce. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir ça non plus comme quelque chose de négatif, même si eux pensent nous faire du mal. Ça nous fait peut-être un peu de mal. Moi aussi, je suis très énervé, mais je suis très fort, on est très fort, on réfléchit, on discute, on se mobilise. Peut-être que grâce à cela, Nourit Brown va faire que des centaines d'autres militants vont vouloir se joindre à un combat, et tant mieux, parce que le combat n'est pas terminé, mais il n'est jamais terminé. Il n'est jamais terminé, il change de forme,
Et vous savez, il y a cette phrase de Shlomo Ameler, du roi Salomon, hein, qui disait il y a déjà pas mal de milliers d'années, rien de nouveau sous le soleil, n'est-ce pas? Et ça continue un peu différemment. Là, c'est sous la neige d'ailleurs, mais bon, rien de nouveau. Une autre question qui vient de notre auditoire, qui est décidément très préoccupée par la question israélo-palestinienne, une question de Madame Chloé Patricia Vin. Y aurait-il une possibilité que l'Arabie saoudite soit médiateur dans un accord avec la Jordanie pour que ce pays reprenne les Palestiniens qui se trouvent en Cisjordanie, Samarie depuis 1948? Ceux qui parlent de 2 États, où pensent-ils que cet État serait? La Jordanie comme en 1947, point d'interrogation, et pourquoi pas, nouveau point d'interrogation. Alors ça, c'est le rêve de plein d'Israéliens, que la question palestinienne disparaisse parce qu'elle sera engloutie par la Jordanie. Ouais. Je rappelle que nous étions à 2 doigts de signer un tel accord. Sous Shimon Peres, il y a très longtemps, avait rencontré le roi Hussein, avait concocté les grandes lignes d'un accord qui allait un peu dans ce sens, et ça avait été torpillé par le Premier ministre de cette période, Yitzhak Shamir. Mais depuis, la Jordanie s'est entièrement désolidarisée de la question palestinienne en disant « Nous ne sommes pas responsables du sort des Palestiniens ». À l'époque, c'était l'OLP et le représentant des Palestiniens, et laissez-nous tranquilles, en gros. Donc, oui, je comprends, madame, que cela vous tente. Le seul problème, c'est que ni les Palestiniens, ni les Jordaniens sont d'accord. Et donc, même l'Arabie saoudite n'arrivera pas à les convaincre à le faire. Je vous rappellerai, et ceci peut être interprété comme positif et négatif, qu'une majorité des citoyens jordaniens sont palestiniens d'origine. Et donc, on peut se dire d'une part, si déjà vous avez tant de Palestiniens, prenez-en encore 2 millions, 1,5 million, 3 millions, je ne sais pas quoi, et débrouillez-vous. Mais le contraire est vrai, c'est que le royaume de Jordanie, le royaume hachémite, la dernière chose qu'il souhaite, c'est que la proportion des Palestiniens dans son royaume augmente. Et puis, il reste la question des territoires. Est-ce que ça résout la question des territoires, ou simplement on va prendre les 1,5 millions de Palestiniens, on va les jeter au-dessus du Jourdain et dire au roi de Jordanie, débrouillez-vous maintenant, et puis le territoire va être propre? Non, malheureusement, je pense que ce n'est plus une option réaliste. Je voudrais juste répondre, c'est possible, Pascal? Oui, oui. Au-delà de ce qu'a dit l'ambassadeur Daniel Sheikh, il y a un autre problème. C'est en fait, voilà, il y a aujourd'hui des Palestiniens que je connais, j'en rencontre, intellectuels, journalistes, qui ne veulent pas d'État palestinien. En tout cas, ils n'en veulent plus. Ils veulent un seul État avec Israël. Pourquoi? Parce qu'ils sont très friands de l'Occident, ils aiment Israël, ça les intéresse, ils ne sont pas spécialement ni islamistes ni intégristes, ils préfèrent s'habiller à la Tel Avivienne plutôt qu'à la Gazaoui. Ils aiment. Non, mais c'est important parce que l'élément culturel joue un rôle essentiel. On l'oublie. Les femmes israéliennes attirent ces jeunes-là comme des jolies femmes qui pourraient attirer n'importe quelle jolie femme dans n'importe quel pays. Il y a une beauté israélienne. J'en parle parce que ça joue un rôle également dans le soft power israélien. D'ailleurs, Israël vend très souvent la beauté de ces femmes, de ces filles, au niveau du cinéma, au niveau du théâtre, au niveau de la lecture, au niveau de l'armée, même pas mal de photos qui circulent sur la beauté des soldats israéliennes. Elles font beaucoup de bruit dans la tête des Palestiniens et du monde arabe en général. Il y a un engouement, il y a presque, je dirais, il y a même je dirais un mystère, hein. Il y a un fantasme du monde arabe face à Israël. Le fantasme, vous savez, je ne veux pas rentrer dans l'activité psychanalytique ou freudienne, mais nous sommes dans un conflit où il y a beaucoup de fantasmes, et du côté des antisémites face aux juifs, et du côté des arabes face à Israël, mais également du côté israélien face aux arabes.
Et le côté fantasme joue également un rôle. C'est une autre conférence, hein, peut-être avec d'autres participants, mais en tout cas, ça joue un rôle. Maintenant, là où je veux en venir, c'est que, très brièvement, c'est que pas tous les Arabes palestiniens veulent un État palestinien. Ils veulent peut-être vivre dans un seul État pour leur intérêt en tant que jeunes. Maintenant, là, je parle à Daniel Sheikh, pas lui, pas lui évidemment personnellement, mais Daniel Sheikh qui représente ceux qui veulent une solution. Est-ce qu'une solution, comme parfois eux le veulent, est une solution? Est-ce que c'est quelque chose de possible? Moi, je dis que non, en tant que sioniste amoureux d'Israël, d'un État juif et démocratique. Mais, encore une fois, soyons prudents parce que les choses évoluent également du côté palestinien, également du côté arabe. On peut également tomber dans le piège où des gens vous disent, du côté palestinien, on ne veut plus d'État palestinien, on n'en veut plus. Ah, qu'est-ce qu'ils veulent? On veut être avec vous parce que vous êtes plus riches que les Jordaniens. La carte jordanienne, vous savez, quel jeune de 19 ans, 20 ans aujourd'hui, qui habite Jérusalem-Est ou Ramallah, rêve d'habiter Amman? Personne. Par contre, il rêve d'habiter Tel Aviv. Quel jeune Palestinien rêve de développer son high-tech dans une province perdue du sud de la Jordanie? Personne. Par contre, Herzliya, Pitoire, why not? Ou Haïfa, why not? Nous sommes nous-mêmes pris, Israéliens, dans une espèce de piège. De piège. Israël est aujourd'hui une nation parmi les plus riches du monde. C'est fini le petit pays comme ça, avec quelques grains de sable et des pionniers avec le petit bob sur la tête qui vont défricher la campagne. Le PNB israélien est fondé sur 90% de la valeur ajoutée sur le high-tech, pas sur le diamant, pas sur les oranges, malheureusement, j'aime bien, mais ce n'est pas les oranges, et c'est ça la force d'Israël. Et c'est concentré sur un tout petit périmètre. Au niveau géographique, c'est Herzliya, Tel Aviv, Haïfa, un peu Jérusalem. Maintenant, les nouveaux, quand je dis les nouveaux Palestiniens, les jeunes, regardent. Ils regardent également la télévision, ils regardent Fauda, ils regardent tout ça fait qu'il y a aujourd'hui des changements de perspective chez eux. La Jordanie, ce n'est pas seulement les Jordaniens qui ne veulent pas d'État palestinien, c'est les Palestiniens non plus qui ne veulent pas de Jordanie. Et nous devons, nous, Israéliens, être très prudents par rapport à l'avenir, et c'est un autre sujet. Je suis obligé de vous bousculer un peu parce que… Juste un mot, je dois ajouter un mot, parce que la question de un État est, à mes yeux, un vrai danger, une vraie menace, parce qu'il n'y a pas que des Palestiniens qui le veulent, et d'ailleurs pas tous le veulent pour cette motivation que Olivier vient de dire, d'autres le veulent parce qu'ils disent on va finir par être une majorité ici, et on va s'emparer de l'État d'Israël, etc. Je rejoins la question des fantasmes, mais donc ce n'est pas toujours par amour de Tel Aviv, c'est des fois par la haine de Tel Aviv qu'ils veulent la même chose. C'est vrai. Mais paradoxalement, sur cette question, ils rejoignent aussi l'extrême droite en Israël, qui, elle, souhaite aussi un État. C'est vrai, c'est vrai. De manière différente, évidemment, mais ne souhaite pas diviser le territoire ou diviser la souveraineté, et donc eux aussi veulent un État. Je pense que les uns comme les autres vont dans un mur parce qu'il n'y a pas de précédent dans l'histoire dont je peux me souvenir où on prend deux peuples qui se haïssent, qui se combattent depuis des siècles bientôt, et on les met ensemble sous une entête nationale et on leur dit débrouillez-vous maintenant, vous allez vivre ensemble happily ever after. Ce n'est pas possible. Mais, merci. Il nous reste 10-12 minutes. On ne peut pas ne pas évoquer la question iranienne. Le ministre israélien des Affaires étrangères a déclaré assez récemment que Tel Aviv était prêt à affronter seul l'Iran au cas où la situation implique l'élimination de ses ambitions nucléaires. Les observateurs sont partagés. Certains pensent qu'Israël pourrait mener des attaques. D'autres pensent que ce n'est pas possible sans un feu vert américain. J'aimerais bien avoir votre avis. On va peut-être commencer par l'ambassadeur, Daniel Sheikh. Alors, oui, la question iranienne reste avec nous, évidemment, avec peu de changements par rapport au gouvernement précédent, mais quand même des changements importants. C'est-à-dire que il y a encore en Israël, d'abord, il y a un engagement sans aucune ambiguïté à tout faire pour mobiliser le monde
pour convaincre qu'il faut tout faire pour que les Iraniens n'obtiennent pas la capacité nucléaire militaire. Et il faut penser que, parler à l'ancien diplomate, c'est sans doute l'un des plus grands succès de la diplomatie israélienne, qui date depuis 20 ans à peu près, d'avoir pu internationaliser la question iranienne, c'est-à-dire de convaincre le monde. Ce n'est pas un problème local, ce n'est pas un problème d'Israël, ce n'est même pas un problème juste de la région du Proche-Orient. C'est un problème à implication globale. Et donc, vous avez la mobilisation, en fait, de toutes les grandes puissances du monde qui, tant bien que mal, ont négocié ou mis des pressions ou des sanctions, ou négocié ou signé des accords avec les Iraniens, mais c'est un problème international. Où est le changement? C'est que d'un côté, à l'intérieur d'Israël, surtout parmi les professionnels, c'est-à-dire les gens de l'armée, des services de renseignement, les experts de stratégie, il y a une vision un peu plus nuancée sur le départ qu'a imposé Donald Trump aux États-Unis des accords de 2015 de JCPOA, simplement parce qu'on observe que pendant la période où les Américains étaient absents et en fait ont fait éclater les engagements des uns et des autres par rapport à cet accord, c'est là où les Iraniens ont le plus avancé, du moins dans une des composantes de l'arme nucléaire, c'est l'enrichissement de l'uranium. Il faut dire, ce n'est pas du tout le seul barème ou le seul seuil à franchir. Il y a beaucoup d'autres dimensions technologiques que les Iraniens doivent franchir pour arriver à l'arme nucléaire. Mais dans le domaine de l'enrichissement, c'est pendant ces 2 ans qu'ils ont explosé leur capacité à enrichir et les stocks qu'ils ont fait. Donc ça, c'est un changement. Le deuxième changement, c'est qu'il y a une beaucoup plus grande transparence dans le dialogue entre Jérusalem et Washington. Mm-hmm. Il y a une relation de confiance qui s'est créée entre l'administration américaine de Joe Biden et le gouvernement de Naftali Bennett, notamment avec Benny Gantz et ses homologues américains, à la fois le secrétaire à la Défense, mais aussi le conseiller à la sécurité nationale américain. Et il y a donc beaucoup plus d'entente entre les deux. Maintenant, nous ne sommes pas tous d'accord, nous ne sommes pas d'accord sur tout. Israël, la bottom line est quand même encore de dire que nous préférons que vous ne reveniez pas sur un accord. Et je crois que, pour reprendre la notion de realpolitik que Olivier a utilisée plusieurs fois ce soir, je pense qu'il y a déjà une compréhension en Israël que ce sera assez inévitable qu'il y ait un nouvel accord. Et donc maintenant, le défi, c'est que cet accord soit amélioré par rapport au précédent. Moi, je pense que ça va être très difficile à obtenir, mais pas impossible. Olivier Rafovitch. Écoutez, l'Iran est gouverné par des tueurs, par des criminels. Ebrahim Raïssi, quelqu'un qu'on appelle le boucher de Téhéran. Il a sur ses mains au moins 5000 Iraniens et des jeunes, des mineurs qui ont été assassinés durant les pseudo-procès dont il était en charge en tant que procureur général lors des manifestations contre le gouvernement à l'époque. C'est un régime totalitaire. Qu'il soit chiite, intégriste, musulman, c'est aucune importance. C'est un régime totalitaire qui n'est pas un pays arabe. L'Iran n'est pas un pays arabe, c'est un pays totalitaire qui veut la bombe atomique parce qu'il veut être une puissance nucléaire comme le Pakistan. D'ailleurs, il se compare un petit peu à… C'est pas tellement Israël qui regarde, c'est le Pakistan en tant que puissance nucléaire sunnite. Lui, il veut être la puissance nucléaire chiite. Et évidemment, Israël, pour lui, c'est l'élément qui fait que tous les musulmans du monde se donneraient la main pour rejoindre la bombe atomique
chiites contre Israël et ça marche. Maintenant, du côté israélien, il faut être clair. Israël, avec l'Iran, avec le Hezbollah, parce que maintenant, on n'a pas tellement parlé des ennemis au niveau de sécurité, mais Israël est capable et devrait être capable de ne pas laisser ce pays, même avec un accord, avoir la bombe atomique. Comment je ne sais pas. Quand je ne sais pas. Et ni moi, ni je crois personne le sait ici, en tout cas, et tant mieux. Mais il est clair qu'Israël doit être aussi là extrêmement inventif, ingénieux, et Israël se prépare. On le sait, ce n'est pas un secret. De temps en temps, on entend ici et là, avec les Américains, des exercices ou des réunions qui font que. Mais il est clair que pour l'État d'Israël, il y a ici une menace existentielle parce que le pays qui veut la bombe atomique est un régime totalitaire ultra dangereux. Et que dans l'histoire du peuple juif, là on doit aller bien au-delà, bien avant Israël, des États totalitaires qui étaient antisémites ont mis en action des livres et des programmes qui avaient été préparés à l'avance. Et l'Iran aujourd'hui veut, elle le dit dans sa politique, wipe out, elle veut enlever, elle veut éliminer l'État d'Israël de la planète Terre. C'est son vœu le plus cher. Ça, c'est la stratégie, le fantasme, encore une fois. C'est le fantasme. Je ne suis pas sûr que c'est la stratégie, mais c'est le fantasme. Mais c'est oui, mais c'est un fantasme. Vous savez, c'est vrai, mais là où je me sépare de Daniel Sheikh, c'est qu'un fantasme avec une bombe atomique, ça peut devenir une réalité horrible, ça peut devenir un cauchemar. Donc, nous devons prévenir cela. Et là, revenons à votre première question, Pascal, du début. C'est que les accords d'Abraham, je disais, il n'y a pas d'émotion ni d'amour. Enlevons tout cela du lexicon de ces accords-là, sont basés sur la menace iranienne. Et comme, je ne fais pas la comparaison, mais je vous ai dit tout à l'heure que le rapport de Amnesty International fait que les Juifs ou les sionistes se rapprochent, se regroupent pour combattre un rapport qui nous énerve, à Daniel et à moi, entre autres, à vous aussi, bien sûr. Mais la menace iranienne fait que des pays qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres sont menacés par la même menace et donc se rapprochent. Et lorsque les Américains se désengagent du Moyen-Orient, pour des raisons américaines, c'est un autre sujet, eh bien, la garantie sécuritaire, et là je pèse mes mots, la garantie sécuritaire des pays arabes les plus importants de la région, je parle de la Jordanie, je parle de l'Arabie Saoudite, je parle des Émirats Arabes Unis, je parle même de l'Égypte, c'est l'État d'Israël. On est devenu, si vous voulez, malgré nous, ce n'est pas une politique qui a été voulue volontairement, Daniel le sait, mais c'est une conséquence géopolitique extraordinaire. Je dirais presque, même des magiciens n'auraient pas réussi à faire ça. Mais par contre, les Iraniens, eux, ont réussi. Ce que nous, on n'a pas réussi à faire, eux l'ont réussi. Et ils ont réussi à faire que les Saoudiens aujourd'hui, qui étaient, je vous rappelle, des gens qui, au départ, voulaient détruire l'État juif. Le roi Faisal disait « Idbah al-Yahoud », il faut massacrer les Juifs, il faut libérer El-Quds, islamique, musulmane. Eh bien, la même Arabie Saoudite, qui n'a pas changé, elle reste un pays fondamentaliste, islamiste, intégriste, c'est le garant des lieux saints de l'islam. Eh bien, ce pays-là, à cause, ou grâce, je ne sais pas, Daniel peut-être me corrigera, à la menace iranienne, se rapproche d'Israël. Et juste pour finir, qui aurait pensé, et bien sûr pas en Europe, que des pays arabes musulmans intégristes, très souvent, qui ont développé des écoles très dures dans l'islam, le plus rigoriste, sont aujourd'hui des alliés d'Israël de facto, parce que la menace iranienne leur fait encore plus peur à eux qu'à nous. Alors, il nous reste 5 minutes, plus les 2 minutes de conclusion. Il n'y a pas meilleur ciment dans le monde qu'un ennemi commun. Et donc, la menace iranienne qui pèse sur les pays du Golfe tout aussi fortement que sur Israël, d'une certaine manière même de manière plus grave, était un des catalyseurs des accords d'Abraham. Il n'y a aucun doute de ça. Alors, il ne nous reste plus que 4 minutes. Il y a une question qui est venue plusieurs fois parmi nos auditeurs et qui a même été complétée par Nourit en cours de route. La question, elle vient de Madame Tania Nushowitz. Elle nous dit « Avez-vous le sentiment qu'Israël perd petit à petit le soutien de sa diaspora
qui se déclarent violemment et ouvertement anti-Israël, plus particulièrement aux États-Unis. Cela peut-il à long terme mettre à mal le soutien traditionnellement inconditionnel des USA? Et Nourit ajoute à propos du rapport d'Amnesty International, est-ce que le rapport d'Amnesty International peut contribuer à ce sentiment dans la diaspora européenne, par exemple? Et malheureusement, il va falloir répondre de manière courte. Je suis désolé. Oui, moi je veux bien commencer très brièvement. Je pense que c'est vrai qu'il y a un effritement un peu du soutien d'Israël dans certaines parties de la communauté juive américaine, mais je ne vois pas un tel danger à l'horizon que cette diaspora, que cette communauté qui est énorme, immense, va déserter Israël de manière inquiétante. Et surtout, je ne vois pas les États-Unis changer de cap par rapport au soutien d'Israël qui va bien au-delà de la communauté juive. Là où il faut faire attention, paradoxalement, en tant qu'Israélien, c'est que la menace, elle ne vient pas du rapport d'Amnesty. La menace sur la solidarité de la communauté juive américaine par rapport à Israël, elle provient des questions religieuses. Du fait qu'en Israël, l'establishment religieux n'accepte pas de reconnaître les mouvances conservatrices et réformées du judaïsme qui font plus de 80% de la communauté juive américaine. C'est le manque de respect par rapport à eux qui va faire du mal à Israël beaucoup plus que le rapport d'Amnesty. Merci, Olivier. Moi, je pense qu'Israël est également responsable d'assurer la relation avec la diaspora parce que nous avançons très vite en Israël. Les choses, je dirais presque qu'il y a un israélianisme qui se développe à côté du judaïsme qui fait qu'on est israélien avant d'être juif pour beaucoup d'Israéliens. Juifs, je parle. Hein. Et l'hébreu et la culture hébraïque fait partie de tout cela, déconnecté parfois de choses qui sont à l'extérieur, qui ne sont plus tout à fait reliées à la jeunesse, à l'art, à la musique, et se créent des écarts. Il y aurait beaucoup à faire, on n'a pas eu le temps de le faire, quand je dis nous, Israël, hein, d'amener des milliers d'étudiants, même dans d'autres programmes. Beaucoup viennent, mais pas suffisamment. Je crois qu'aux États-Unis, malgré les programmes comme Birthright, Taglit, 80% des Juifs américains n'ont jamais mis les pieds en Israël. En France, c'est plus. Mais en France, par exemple, il y a une autre vision, en France ou en Suisse, je ne sais pas, une autre vision d'Israël qui est un peu, pour beaucoup d'entre eux, c'est une vision religieuse d'Israël et moins une vision d'un État comme un autre, entre guillemets, évidemment, pas tout à fait comme les autres, mais qui a ses problématiques internes et qui fait qu'Israël doit également mieux s'expliquer, non pas à l'international, mais je dirais aux communautés juives et aux amis d'Israël. Et là, je voudrais vraiment peut-être finir par une phrase. Peut-être que l'association que dirige Joël Herzog et avec Nourit Brown ici à Genève, dans un pays important en Europe, c'est un petit pays mais qui joue un rôle important, peut développer des choses parce que du côté israélien, je peux vous dire, il y a beaucoup d'incompréhension et parfois d'indifférence parce que les Israéliens sont occupés à ce qui se passe en Israël. Dans le quotidien, c'est compliqué, la vie est chère, les sécurités, les choses israéliennes, israélo-israéliennes. Et Daniel Sheikh, lui, est diplomate professionnel, il a des origines, je crois, également d'Europe. Moi, je suis né en Europe, donc j'ai évidemment ce cœur entre deux mondes. Mais mes enfants, par exemple, nés en Israël, sont beaucoup moins touchés par ce qui se passe en Europe. Et lorsqu'on parle d'antisémitisme, vous savez ce qu'ils me disent, mes enfants? De manière toute simple, ils me disent, si ce n'est pas bien là-bas, ils viennent ici. Ils n'ont pas l'idée, si vous voulez, qu'on peut être un juif face à l'antisémitisme et le subir indéfiniment, si vous voulez. Et ça, c'est une autre question que je laisse les auditeurs, les spectateurs, et puis vous, y réfléchir. Ce soir, on n'a donné que des petites touches, hein, des petites touches comme ça. Oui, on aurait pu continuer des heures. Merci infiniment, Daniel Sheikh et Olivier Rafovitch.
On aurait pu Merci à vous. On aurait pu parler encore de la place du christianisme et des chrétiens au Moyen-Orient. Je vois qu'il y a des questions, on me demande votre avis sur le meilleur candidat à la présidentielle française pour Israël. Enfin, on pourrait encore faire 3 heures, mais le temps imparti est épuisé, donc je passe le témoin à Nourit en la remerciant infiniment d'avoir organisé ce débat. Je peux ajouter juste par rapport à Oui. la dernière question. On a reçu pas plus tard que début de cette semaine une délégation israélienne assez importante pour justement traiter de ces problèmes des relations entre les communautés juives et Israël et comment traiter la nouvelle génération et garder son lien avec Israël. Donc, les autorités israéliennes sont conscientes du projet, de sujet. Il y a des impératifs de la politique israélienne qui ne facilitent pas tout, Bien sûr. mais en tout cas, les moyens d'un dialogue que j'espère fructueux interne, j'espère qu'ils ont été trouvés ces jours-ci et ça sera mis en place dans le mois qui viennent avec l'aide de Dieu, mais il y a quelque chose qui se passe. Tant mieux. C'est une occasion de remercier notre excellente modérateur et nos 2 intervenants. C'était vraiment passionnant, tranquille et très professionnel. Et vous nous avez vraiment éclairés. Et c'est une occasion, au nom de vous tous, de remercier pour une excellente prestation. Merci beaucoup. Voilà. Je me permets juste alors de terminer comme j'avais promis, un petit peu. Moi, je voudrais vous dire en tout cas que si le ressenti peut-être au niveau des propagandes de part et d'autre paraissent peut-être fortes, moins fortes, etc., en tout cas dans la réalité du terrain, les Israéliens, les Palestiniens, beaucoup de gens autour d'associations comme la nôtre se motivent et se mobilisent pour parler ensemble et pour essayer de faire les choses de manière différente. Quelquefois, voilà, des initiatives peuvent venir de Genève ou d'ailleurs, et on y croit. Et peut-être que nous sommes des rêveurs, mais on y croit. Et puis, en tout cas, moi, je voulais remercier évidemment Olivier. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il est là par miracle, parce qu'on a beaucoup travaillé pour qu'il soit ici via Zoom. Et c'est pour ça, heureusement, qu'il a profité de son temps de parole un maximum. Voilà. Donc, l'association Cis Israël, Olivier, je note juste un petit mot que tu as dit. Nous cherchons des militants. Nous cherchons surtout, en tant que bons Suisses, des ambassadeurs de bonne volonté. Et ça, c'est très important pour nous. Daniel Sheikh, je vous remercie aussi. Alors, vous avez pris l'exemple du chocolat moins bon, pas bon au pays du chocolat, où c'est excellent. Je vous invite à revenir dans une prochaine conférence pour tester ici en présentiel le chocolat suisse. Voilà. Ah, c'est promis. C'est puis, promis. Donnez-moi une date et j'arrive. Pas de souci. Et surtout Pascal Chouet, moi je vous remercie parce que ça a été exceptionnel. Exceptionnel dans votre rôle de médiateur qui est souvent mal comptabilisé parce qu'il est très difficile. Encore plus quand il s'agit d'Israël, et vous avez relevé le défi haut la main, c'est presque à demander à M. Herzog de contacter i24 News pour vous embaucher. En tout cas, Avec plaisir. Nous, ce qu'on aimerait vous dire, il y a Pascal, 2 meilleurs ambassadeurs que moi. Oui, et puis Pascal, je voulais vous dire aussi que nous serions enchantés de partout, si dans le milieu audiovisuel, on pouvait avoir ce genre de débat qui est très sain, qui a été mené de manière vraiment, je félicite tout le monde parce que c'est resté très calme. Et vraiment, autant Daniel que Olivier, merci beaucoup. Le public se joint à moi pour vous dire que c'était très enrichissant, passionnant, vous passe les plus grands remerciements. Il y a beaucoup de très jolis commentaires. Oui. Oui. Et je voudrais vous dire que quand on parle en dernier d'une personne dans le monde juif, Aharon Chaviv, le dernier, mais pas le moindre. Donc, bravo Pascal, et merci beaucoup d'avoir accepté cette mission. Vraiment, merci. Ça a été mon plaisir. Parfait. Je vous laisse terminer. Je remercie évidemment Joël Herzog, mon président, Victor Gani, notre vice-président, qui travaille énormément aussi sur ces sujets d'actualité. Et puis, on vous dit déjà à une prochaine conférence tous les 3. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à vous. Merci à vous.
Merci, Merci. au revoir. Merci Et au beaucoup. revoir Bonne le soirée à public. tous.